Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast consacré à la transition professionnelle. Je m'appelle Eric Alem et j'ai vécu une dizaine de transitions professionnelles et j'ai à cœur d'échanger avec mes invités sur le sujet, notamment sur leur motivation, leurs difficultés ou encore leur retour d'expérience. Aujourd'hui, je suis à Saint-Nazaire avec Giovanni. Bonjour Giovanni. Bonjour Eric. Première question, très courte. Est-ce que tu peux te présenter de manière concise, c'est-à-dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, quelle est ta situation professionnelle actuelle, en gros, qui es-tu? Yes, alors je m'appelle Giovanni Olivares. Je suis architecte, urbaniste, paysagiste et brasseur avec une double culture franco-mexicaine. J'ai 42 ans, d'accord. Et j'habite à Saint-Nazaire depuis 2019, même si je m'intéresse à ces territoires depuis les années 2010. Aujourd'hui, je suis le responsable d'une unité autour de l'information et la concertation sur les projets urbains à la mairie de Saint-Nazaire, mais c'est un service mutualisé aussi avec l'agglomération. Donc ça m'amène à arpenter les territoires au-delà des communes administratives de Saint-Nazaire. Ok, merci pour cette concision, Giovanni. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de la transition professionnelle, est-ce que tu peux brièvement nous décrire ton parcours professionnel après tes études? J'ai fait des études d'architecture au Mexique. À ces moments-là, j'ai commencé à travailler dans une toute petite agence d'architecture au Mexique, dans une ville qui s'appelle Morelia. J'étais responsable d'une petite boutique qui accompagnait l'agence d'architecture pour accompagner nos clients dans les choix des matériaux qu'ils allaient utiliser dans ces projets d'architecture. On était 3 dans cette agence. Du coup, c'est une expérience qui s'est développée entre 2005 et 2009 à grosso modo. Donc à peu près 4 ans alors. 4 ans, jusqu'au moment où la situation un petit peu socio-économique au Mexique s'est dégradée fortement avec une montée des violences dans tous les pays. D'accord. Et plus particulièrement dans la ville où j'ai travaillé, Morelia. Ça fait que 95% des chantiers qu'on avait en cours se sont arrêtés. Et du coup, la petite agence patinait un petit peu dans la semoule parce qu'on n'avait pas de commandes, on n'avait pas de nouveaux clients. Et à ces moments-là, Sylvia, l'architecte conceptuelle, est partie faire un master en architecture intérieure en Italie. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller en France continuer à développer mes études sur la question de l'urbanisme. Donc, je reprends le lien avec Gaël. Qui t'avait donné des cours de français au Mexique et qui... Rentré en France pour prendre son poste de professeur d'espagnol, en banlieue parisienne. Je pars en France pour faire cette badrouille un petit peu d'étudiant avec ton sac à dos et arpenter l'Europe. Ah, donc en quittant ton job du coup. En quittant mon job, D'accord. et me disant, là ça va pas être si évident que ça. Mais j'avais trouvé un job à Paris en tant que jeune homme au père. En même temps que j'apprenais les cours de français à la Sorbonne. Et donc cette période a duré combien de temps? Le jeune homme au père, ça a tenu 1 an. Je me suis dit, tiens, il faut que je postule à l'Institut d'urbanisme de Paris qui a retenu mon profil pour suivre une formation urbanisme et aménagement du territoire en Master 1. Et donc, je fais Master 1 et Master 2 pendant mes études. J'ai fait la connaissance, ou la rencontre plutôt, un paysagiste français qui s'appelle Gilles Clément. Quand j'ai fini mon master en urbanisme et aménagement du territoire, j'ai bouclé avec une autre master à l'École nationale supérieure des paysages de Versailles, au Potager des Rois. Qui a duré 1 an. 1 an, ok. Donc, une fois que tu finis cette formation d'1 an, qu'est-ce qui se passe? Ça a pris 9 mois entre la fin de mes études et l'obtention de mon premier job. Ouais. C'est pour travailler au Conseil régional Île-de-France avec l'Agence des espaces verts. Et ma mission consistait à l'époque à travailler sur la question de l'accueil du public dans les espaces naturels que la région achète pour les protéger de l'urbanisation. Travailler au quotidien de chargés de projets, des paysagistes, mais aussi avec des chasseurs, avec des techniciens de la forêt, avec des agriculteurs. Et c'était assez intéressant de croiser cette théorie des paysages avec la réalité des sites. Du coup, c'était super chouette. C'est une mission d'1 an et demi que j'ai pas vu passer le temps.
jusqu'au moment où mon contrat est arrivé à la fin Ouais. et qu'il n'a pas pu se renouveler car il fallait être inscrit dans la liste du concours de la fonction publique. Et pour être inscrit dans la liste de la fonction publique, il fallait avoir la nationalité française, que je n'avais pas à l'époque. Et à niveau personnel, j'étais toujours avec Gaël, c'est devenu ma petite amie. Du coup, on a habité depuis ensemble, on avait un petit appartement. Il a eu aussi, presque à ces moments-là, la naissance de Diego, notre premier enfant. D'accord. Et avec toutes ces situations-là, entre tiens, mon contrat qui n'est pas renouvelé, la vie à Paris avec un enfant, tu cherches une pièce en plus, qu'est-ce qu'on fait? On a quitté Paris pour déménager à Chelles, dans la Seine-et-Marne. On avait trouvé une nounou incroyable, mais à Chelles, je ne me retrouvais pas du tout. Je me sentais à côté de Paris. Beaucoup de choses se sont passées et je cherchais une autre ville pour continuer un petit peu mes projets en France, tout en nous rapprochant de Lorient, où ma belle famille est originaire, D'accord. mais gardant la distance sécurité. Donc Nantes, ça va être comme une super bonne piste d'atterrissage. Nous sommes Paris-Nantes. Gaëlle, mon épouse, elle est professeure d'espagnol. Donc, quand tu dis tiens, on va déménager, c'est très facile dans la théorie et la pratique. C'est beaucoup plus compliqué avec l'éducation nationale, les systèmes de points, des rapprochements de conjoints. Donc, c'est une année un petit peu de transition. J'avais comme défi de trouver une installation professionnelle à Nantes. Et c'était pas simple non plus, parce que mon réseau s'était bien constitué à Paris. Et il a fallu que je fasse la part un petit peu des choses, dire je ne veux jamais trouver un boulot à Nantes si je reste sur Paris, donc je déménage pour m'installer tout seul à Nantes. D'accord. Et du coup, c'était super dur parce qu'il avait Diego qui était tout petit, Gaël qui reste un petit peu à Chelles, il avait la nounou. Donc, je passe une année sur Nantes, pareil, pour constituer un petit réseau, voir quels sont les projets, quels sont les sergents qui recrutent, s'il a des possibilités de travailler dans la collectivité. Et à ces moments-là, j'avais déjà commencé à demander la nationalité française par mon parcours en France. En me disant, si jamais ça ne marche pas, j'ai une deuxième chance avec la voie du mariage, un enfant et tout. Et donc, c'était assez intéressant de me lancer dans cette aventure aussi, à nouveau, de présenter un dossier pour que tout soit devenir français. Et ça a duré un an, jusqu'au moment où j'ai eu la nationalité française. C'était marrant. Ma plus grosse surprise, c'est que je n'ai pas eu la carte d'identité. Comme je l'imaginais, c'était une acte de naissance. Et avec ton acte de naissance, tu vas à la mairie demander une carte d'identité. Et ma plus grosse fierté et le plus dur à avoir, c'était d'avoir la carte vitale. D'accord. Voilà, ça c'était les aventures administratives. Donc, en étant sur Nantes, payer un loyer dans une Airbnb, j'étais dans une famille avec Catherine, son fils Simo, que je remercie énormément de m'avoir accueilli, de me faire confiance. Mais pour payer ces petites locations, j'ai trouvé rien d'autre que ramasser des concombres et des tomates et un basse-boulet. Donc, j'ai trouvé d'abord cette poste de saisonnier intéressant, mais je ne trouvais pas par rapport à mes études et mon parcours d'architecte, d'urbaniste, de paysagiste. Et là, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne deviens pas surveillant? Tu as la vie scolaire, tu t'occupes d'une permanence, à la récréation. Éventuellement, tu peux faire des interventions avec la prof ou le prof d'espagnol. Mais ça m'a permis d'être un bon compromis pour avoir un job alimentaire, mais plutôt assez privilégié, où tu peux te projeter sur une année. Donc, j'ai passé une année en tant que surveillant dans une commune à proximité de Nantes qui s'appelle La Montagne pendant un an. Le temps qu'il a eu toute la procédure de mutation pour le Gaël. D'accord. Pour son arrivée à Nantes alors. Non, on met les choix de mutation éducation nationale en ciblant Saint-Nazaire plutôt que Nantes. Il n'avait pas de poste d'espagnol à Saint-Nazaire. Du coup, Gaël a eu une affectation en tant que prof titulaire au lycée Galilée de Guérande. On avait trouvé une location à Guérande. Une fois que j'avais eu l'appartement, quelqu'un m'a mis en relation avec un paludier pour devenir saisonnier et récolter la fleur de sel. D'accord. En même temps, j'avais toujours continué à être surveillant ou assistant d'éducation dans un collège, cette fois-ci au Polygon, à mi-temps. D'accord. Donc c'était chouette à Guérande. On habitait dans un écoquartier avec une partie commune, un jardin partagé.
Et dans ces jardins-là, il avait une petite table de pique-nique où à un moment donné, j'arrive, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Et les voisins étaient dit, tiens, on va prendre une petite bière. Je dis, écoute, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas les moments. Et autour de ces petites tables de jardin, ils se sont dit, ouais, écoute, ne t'inquiète pas, je vais venir, on va trouver un truc pour toi. Ils se sont dit, ouais, je vais venir, pourquoi tu n'aimais pas faire de la bière? Et c'est parti comme ça autour d'une petite bière du jardin avec les voisins. D'accord. Que je dis, mais on peut faire la bière? Et du coup, avec cette histoire des bières, c'était marrant parce que d'un coup, je dis, bah, pourquoi pas de repartir à Saint-Nazaire sur un projet de bières artisanales, vu que mes candidatures, en tant que professionnel de l'aménagement du territoire, s'aboutissent à rien du tout. Et du coup, je fais un petit peu une parenthèse à ce moment-là, en disant, mes candidatures, je les mets en poste. Et je m'intéresse à la bière artisanale, tout en gardant un petit peu le job de surveillant à côté. Pour l'emploi, mes finances, une formation D'accord. à l'IRBM, que c'est l'Institut français de la malterie et la brasserie, pour que tout puisse, dans une formation très courte, Combien de temps du coup? c'était 3 semaines de mémoire, D'accord. découvrir tous les enjeux sur ton nouveau métier. Et c'est une formation super intense sur l'histoire de la bière, sur la microbiologie, sur la qualité, sur l'hygiène. Oui, tu touches plein de sujets en fait. Non mais c'est vertigineux. Et une fois que tu reviens avec cette formation, ça y est, tu es déjà dans les rails, tu décides de te lancer? Non, c'est très vertigineux. Ça peut être assez long entre ton ennemi t'es lancé, d'ouvrir ta boutique et les moments où tu commences à sortir tes premières bières. Et toi, ça a pris combien de temps du coup? Alors là, ces projets-là, entre les passages à l'IFBM et les moments où je joue un premier pas de porte, Ouais. il y a eu 1 an et demi. Ok, donc tu étais toujours en poste collège. Ouais. On est d'accord. J'étais au collège, je fais mes formations, tu cherches ton local. Et du coup, quand les projets, il avait plutôt bien lancé avec la recherche de local, il y a une fiche de poste que je vois sur le site internet pour devenir médiateur sur la question du renouvellement urbain dans les quartiers politiques de la ville à la mairie de Saint-Nazaire. Du coup, ce sont des moments, à nouveau, un petit peu de doute. Parce que j'étais déjà bien entamé sur mon projet de microbrasserie. Tu vois la fiche de poste. Un petit peu de tes rêves, que ça concerne les espaces publics, les renouvellements des quartiers, les paysages, la notion de l'habitat. Et carrément, là, je passe un coup de téléphone pour connaître un petit peu les conditions de ce poste qui était à mi-temps. Et donc, que ça pouvait être compatible Avec la de brasserie. laisser les mi-temps du surveillant de collège pour prendre les mi-temps des médiateurs en urbanisme Et ajouter la brasserie. et ajouter la brasserie. D'accord. Ça s'est goupillé très bien, Eric, avec ce timing pour continuer à brasser la bière. Donc, j'étais à mi-temps entre la médiation Dans les quartiers. dans les quartiers, les lancements d'une activité professionnelle autour de la bière artisanale. D'accord. Cette mission de médiateur, c'était un contrat de 3 ans, où presque à la dernière ligne droite de ma mission, j'ai commencé à être débordé un peu partout, dans les quartiers, avec la médiation, les projets, et la bière Veracruz qui commençait à être connue, car j'avais déjà eu un petit local, un centre-ville, j'avais un pignon sur rue, les gens y parlaient, ils te passent des commandes, je peux avoir une petite tireuse, et mon mi-temps, c'était pas suffisant pour assurer D'accord. toutes ces petites commandes. Du coup, là, il a une chose intéressante, c'est dire à la fin de mon contrat, je le mobilise plutôt pour être à temps complet Sur avec la mon route. projet perso. D'accord. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à avoir un espace qui s'est situé au 11 rue de Croisic, pas trop loin du front de mer, mais juste derrière, dans une locale où il fallait vraiment tout aménager pour que tu puisses installer ton projet de microbrasserie. Et ça, c'était drôle parce que j'arrivais un petit peu les mains dans la poche avec les banquiers en disant, voilà, j'ai une idée, elle s'appelle Bière Veracruz. J'ai un récit parce qu'il y a un agriculteur qui s'est mis à planter des lorges à Saint-Nazaire pour associer des paysages à la bière. J'ai une bière qui est plutôt bien appréciée des gens de Saint-Nazaire parce que ça raconte son histoire. Ce que je pas, c'est l'argent. Et je me souviendrai de Nicolas, les banquiers qui m'a soutenu dans cette aventure. C'était assez chouette. Il m'a dit, écoute Giovanni, on y tient à ton projet. On te soutient. Tu n'as pas l'argent, mais nous, on est là pour te soutenir. Et ton projet, pour nous, il a de la valeur. Il a une force pour le territoire, il a ton côté humain, tu y mets toutes les chances pour que ça puisse marcher. Et du coup, la banque, il m'a suivi dans mon projet avec un prêt professionnel. Du coup, Veracruz, à plein temps, ça a duré combien de temps? Attends, ça a duré 1 an et demi. Ok. Et au bout Aussi. d'un an et demi, qu'est-ce qui se passe du coup? Alors, mon projet s'était développé. Et donc, j'étais plutôt bien dans cette
augmentation du chiffre d'affaires avec des ateliers de brassage, avec des dîners dînatoires, bière et tacos, avec ma présence au marché, avec beaucoup de collaborations avec les artistes. Mais il a eu à un moment donné deux choses qui se sont mêlées. Devant mon local, beaucoup de travaux d'aménagement de canalisation, D'accord. des réseaux d'eau potable Ouais. dans le suivi de la Ok. reconstruction. Du coup, qui dit travaux, c'est moins de flux. Et des personnes qui avaient peut-être envie de venir te voir, ils ne viennent Ils plus. viennent plus. Ok. C'est une première chose. En même temps, au début de la guerre en Ukraine, mais ce qui t'a paru une révélation, c'est que l'Ukraine, elle produit aussi énormément de bouteilles en verre. Hmm. Donc, la guerre, elle a fait augmenter les coûts du gaz et ces fours industriels pour faire des bouteilles de verre, ils fonctionnent avec du gaz. D'accord. Donc, il a eu toute une spéculation, Eric, comme tu n'imagines pas, sur les coûts de la bouteille vide. Donc ça veut dire que si je comprends bien, tes coûts de revient augmentent, Énormément. tu as moins de visiteurs, Ouais. donc baisse du chiffre d'affaires, et là se pose la question, Qu'est-ce qu'on stop, fait? stop ou encore quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je parle avec un bon ami qui était mon chef quand j'étais médiateur et qu'en même temps, lui, il avait un projet professionnel de partir en voyage en Amérique latine. Et Romain, il m'a dit, écoute, il a mon poste de responsable de l'unité information-concertation qui va apparaître dans les semaines à venir pour devenir responsable à temps complet. Donc, quand j'ai postulé, j'étais pris un entretien, mais j'étais assez sûr de moi sur ma connaissance du territoire et ce que je pouvais apporter sur la question de l'aménagement du territoire, l'information, la concertation. Et donc tu as été pris alors. J'étais pris dans cette histoire. Ils m'ont dit, Giovanni, c'est ton profil qu'on retient pour devenir responsable d'unité. Et du coup, c'est marrant, le fait que tu aies un projet à côté, tu peux poser aussi tes jalons. Je dis, avec un grand plaisir, sauf que je ne suis pas dispo avant septembre, il faut que je coule mon stock, que je fasse mes petits marchés d'été, nanana. Waouh, c'est super riche, Giovanni. Alors, je ne sais pas combien de transitions tu as vécues, mais certainement pléthore. Je te propose donc de poursuivre le podcast avec la prochaine question. J'aimerais maintenant qu'on aborde la notion de difficulté dans les transitions, et j'aimerais savoir quelle est la première difficulté que tu as rencontrée lorsque tu es arrivé en France. Là, j'étais confronté d'une manière très rude à la question de la langue pour pouvoir communiquer avec les autres. Du coup, je me suis senti parfois très seul avec beaucoup de questions, mais heureusement, il y a eu des belles rencontres humaines dans chaque transition qui t'aident à t'accrocher. Gaëlle, que je connais au Mexique, donc elle parle espagnol, parfois elle me rassure. D'accord. Elle dit ánimo, ça va un poco mejor, toma tiempo. Et puis il a cette curiosité. Quand tu penses, quand tu es au Mexique et que tu te vois marcher à Paris avec les Champs-Élysées, ça y est, maintenant j'y suis. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça dure? Il y a beaucoup de souvenirs qui nous trahissent un petit peu entre la mélancolie, tous les bons moments que tu passais avec tes copains, que tu étais au Mexique, les fêtes, les coussins, la nourriture. Mais en même temps, de l'autre côté, on ne sait jamais combien de temps ça va durer les choses. Je me suis jamais projeté sur une vie en France avec un tel métier, avec tant d'enfants, avec une maison, avec son jardin. C'était Pachamama, on y va et on verra qu'est-ce que ça passe. D'accord. Et comment ça s'est passé après tes études? Ah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me pris un petit peu une gamelle à la fin de mes études. D'accord. Parce que l'immersion professionnelle, c'était pas si évident que ça. Tu veux dire trouver un job à partir de ces études? Tout à fait. Tu as tes diplômes d'une université française, mais tu dois faire à l'administration française avec beaucoup de procédures pour renouveler ton titre de séjour. C'est beaucoup plus compliqué une fois que tu as fini tes études. Il n'y a pas les attestations des écoles. Tu n'as pas nécessairement les lettres d'embauche des agences, des architectes, des urbanistes tout de suite. Ils t'invitent parfois à passer pour freelance. Ouais, je comprends. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a surpris en France? Et ça m'a coûté en France de vouloir me dire, tiens, je vais tester un projet, mais à chaque projet, il faut argumenter, il faut baliser, il faut faire des études de marché, il faut faire ci, il faut faire ça. Et avant de te lancer, il faut tout prouver pour qu'en théorie ça marche, même si en pratique, ça va pas marcher. Et du coup, j'avais presque tout le temps envie de tester par la pratique des choses qu'on verra après si en théorie ça marche. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En France, on a vraiment cette mauvaise tendance, je dirais, à vouloir théoriser avant de passer à la pratique. Enfin bon, c'est comme ça.
Moi, je voulais savoir, tu as quand même pas mal bougé géographiquement en France. Quelles ont été les difficultés à cet endroit-là? Parce que c'est un petit peu comme les poupées russes. Tu passes d'une grande ville à une ville moyenne, à une ville un petit peu moyenne, à presque un village. Dans les villages de Kénico, on habitait. Plus tu es village, plus tu es étranger. Là, il a toutes les habitudes, les coutumes, les traditions que je me suis senti pas du tout intégré dans son premier temps. Je me suis dit, pour moi, par mon parcours, si je souhaite que ce parcours de vie soit réussi, il faut que je sois dans une ville où on partage ses destins communs de venir d'ailleurs, mais c'est pas que les Mexicains qui est dans les villages. Il devient un petit peu les personnages connus. Et Saint-Nazaire, tu es un petit peu noyé dans la masse, dans une ville-port très ouverte sur le monde. Oui, je te dirais sur le monde et sur le Mexique alors. J'ai connu Gaël au Mexique. Gaël parle la langue, elle a connu le Mexique parce qu'il a vécu un certain temps. Elle m'a dit si à un moment donné tu en as un petit peu marre, on peut retourner au Mexique. Et ça fait que quand tu penses qu'il a la possibilité de retourner, la manque se fait moins sentir. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as également subi des refus dans tes candidatures? C'est super dur quand tu as 50 candidatures refusées et que personne ne te prenne. Et disons, qu'est-ce que j'ai loupé? Là, tout un verre quand même un petit peu. Mais ces notions de transition, je l'ai vécu presque comme des rebondissements. Et toujours derrière avec des personnes qui ont été un petit peu, pas menteurs, mais qui t'accompagnent pour pas te sentir tout seul et dire oui, c'est moi qui décide. Alors, Giovanni, je me demandais, au vu de la richesse de ton parcours professionnel, est-ce que les changements géographiques et la diversité des emplois que tu as eus t'ont pénalisé? Et plus tu changes d'échelle, entre Paris, Nantes, Saint-Nazaire ou Guérande, plus les champs d'action de mon parcours professionnel s'est réduit. Il peut y avoir 1000 agences d'architecture à Paris, 100 à Nantes, 10 à Saint-Nazaire et peut-être 2 à Guérande. Ouais. Quand j'ai eu la 5e candidature refusée, vraiment je me dis mais qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que c'était trop dur de ne pas avoir la motivation, ton plan de vie, ton parcours professionnel, mais en même temps je m'éloignais de plus en plus de ce que les gens ils te demandent d'avoir comme expérience. J'ai eu mon expérience à Paris, mais après quand tu passes par Nantes, en tant que surveillant dans une collège, c'est difficile de valoriser après pour faire de l'urbanisme. Et du coup, c'était des moments un petit peu aussi des doutes. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on a loupé? Est-ce que j'aurais dû rester à Paris? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Mais moi, j'étais avec ce parcours un petit peu très large sur généraliste d'une tas de choses, mais spécialiste de rien du tout. Et enfin, pour clore le chapitre des difficultés, est-ce qu'il y en a une à laquelle tu ne t'attendais absolument pas? Et du coup, c'était assez marrant parce que là, il avait une chose que je voyais surtout pas venir. Certes, il avait la question du diplôme, des compétences, des langues, mais pour que je puisse avoir ces jobs-là, il me fallait avoir le permis de conduire. Français. Français. Qu'entre la France et le Mexique, il n'a pas la reconnaissance entre le permis. Du coup, il a fallu passer par un petit prêt des familles pour que je puisse m'inscrire dans une école de conduite, faire mes 40 heures de conduite avec les moniteurs, aller à la préfecture, faire ton test. Et c'était super dur d'avoir cette fiche permis de conduire. Dans toutes ces transitions, donc professionnelles, personnelles, géographiques, qu'est-ce que tu as appris sur toi en fait? Qu'est-ce que tu as compris comme les qualités que tu avais en toi et que tu ne connaissais pas? Qu'est-ce que tu as retiré de ces transitions sur peut-être sur la vie en général? Ce que j'ai découvert dans toutes ces transitions, c'est la capacité d'adaptation. Ta capacité d'adaptation? Ouais, à différents milieux, parce que suivre une conférence magistrale à l'École nationale supérieure des paysages de Versailles, ça demande un état d'esprit. Et ramasser des concombres dans une serre à Bazoulaine, ça demande des conditions, des coûts d'intégration aussi. Du coup, comment tu peux à un moment donné valoriser toutes tes expériences? Je me suis rendu compte que c'est assez intéressant quand tu vas dans les extrêmes, ça restait tout le long là, mais que tu connais. Pour faire cette notion d'intégration, d'aller vers l'autre, c'est la notion d'empathie aussi, et ça m'a beaucoup aidé. Découvrir cette notion d'un petit peu d'altérité, comment tu peux te mettre à la place de l'autre. D'accord. Parce que parfois je dis non, je ne ferai jamais ça. Et avec toute cette histoire des parcours, je me dis pourquoi pas, je ne sais même pas. Est-ce que ça peut m'arriver? Du coup, avant de juger, tu Teste et observes. tu verras. Voilà, et à un moment donné, tu te poses des questions, mais est-ce que
Je ne vais pas être ripper dans une camion poubelle, j'essaie de voir quels sont les métiers, comment est-ce qu'ils font les autres. Quand tu laisses la tête un petit peu se libérer, on dit pourquoi pas. Découvert, c'est un petit peu cette capacité à parler à des publics tellement différents dans tout mon quotidien. Ouais. Médiation, des gens des quartiers, des élus, du bourgeois, les classes populaires, travailleurs détachés. Et ça, ce sont des expériences de marché qui m'ont beaucoup enrichi, pour l'exemple. Et c'est rester dans un premier temps à l'écoute pour savoir après comment tout adresse à tous et chacun. Ce sont des petites qualités que tu développes parce que tout doit t'adapter, sinon tu ne seras jamais accepté dans ces environnements. Et là, je pense que j'ai raté aujourd'hui, c'est un petit peu ça, la capacité que j'ai à m'adapter, à observer, à analyser des situations, parfois très diverses, avec maintenant plus la vision aussi administrative, de temps long, que je n'avais pas au tout départ. Peut-être que j'essaierai moins agité dans mes projets, dire oh, ça va prendre du temps. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, tiens Giovanni, donne-moi un conseil pour me lancer ou des choses comme ça, je pense que c'est la patience. Il faut être patient parce que tout ça va prendre tout le temps. Et puis cette capacité aussi à adapter chaque contrainte pour que ça puisse devenir quelque chose qui nourrit ton projet professionnel mais aussi personnel. Il n'y a jamais eu que des bons moments, hein. Il y a des moments de doute, que tu vois, mais dans toutes ces transitions, parfois l'effet de dire je ne peux plus, ça aide à retrouver notre voie. Revenons à la première, la transition entre être surveillant dans une collège et je ne peux plus, ça a donné naissance à Veracruz. Cet partage d'expérience avec mon copain Romain qui dit écoute, ça va pas trop bien Veracruz. Ah tiens, ça a donné naissance à une candidature qui aboutit à notre projet. Pour éviter, moi, de me retrouver au pied de mur ou vraiment faire marche arrière, ça sera trop dur pour moi. Oui, tu parlais de demander de l'aide, savoir demander de l'aide quand c'est le moment, quoi. Et pas nécessairement de demander les dettes, c'est parfois de laisser la place à une expression quand les choses ne vont pas bien. Que dire, ah moi je galère là, et ça c'est assez dur à exprimer. Peut-être moi j'ai cette qualité de dire là ça va pas trop, et peut-être en écoutant un retour de quelqu'un qui tu as confiance, de dire que ça va pas trop, ça aide à recadrer les choses et être plus lucide dans ces transitions. D'exprimer ton avancée ou ton parcours dans ces transitions, je pense que c'est une des conditions de réussite ou d'échec pour moi. Ok. Moralement, c'est pas toujours simple, mais je pense que si tu laisses la place pour que cette énergie positive arrive aussi des autres et t'aide à avancer, ça peut être intéressant. Super. Bah, écoute, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Un élément, qu'est-ce que je pourrais ajouter? En tout cas, c'était une expérience très intéressante déjà de mettre côte à côte toutes ces expériences que pour moi, ils sont arrivés comme ça. Pour dire, je n'ai rien demandé, j'avais pas nécessairement un plan de vie comme Bien certains de mes défini. camarades de vie pouvaient avoir déjà à peine dans les études, une master 1. C'est assez intéressant de les partager avec toi parce que ça se passe sur de temps long. Pendant ce temps long, on grandit, on se nourrit de ces expériences et des rencontres avec les autres. Et ce que je retiens, c'est un petit peu que j'ai un parcours atypique, mais où il a eu des belles retrouvailles humaines, dont la tienne parmi d'autres. Mais à chaque transition, il y a des rencontres qui se font. Et si tu laisses un petit peu la place pour écouter les choses telles qu'elles viennent, peut-être on peut les interpréter et ça peut nourrir ton projet perso. Même si ce n'est pas nécessairement la personne qui t'a dit les choses avec les mots que tu voulais entendre. Et c'est là parfois où c'est difficile de laisser la place à décider sur un projet qu'une transition, c'est très individuel, c'est très personnel. Quelle est la place pour les autres? Mais en tout cas, merci et bravo de te lancer à nouveau un défi de récolte de témoignages sur des transitions dans un pays où je trouve que c'est assez audacieux et assez vertigineux ces transitions parce qu'on a un petit peu, entre guillemets, une vie tracée. Surtout les générations passées où tu allais ton boulot, ta voiture, ta maison, la famille, les enfants, la retraite. Et on voit aujourd'hui qu'avec les contextes actuels, beaucoup plus d'incertitudes. Ça fait qu'on est un petit peu sur le nerf, les enfants ne savent pas trop comment faire, qu'est-ce qu'ils vont faire comme études, l'intelligence artificielle se mêle, nous en tant que parents on ne sait pas trop comment conseiller, si ce n'est que leur dire bah, il va falloir s'adapter. Donc là, tu as tout un tas de personnes à rassurer, les enseignants aussi, que peut-être il va falloir adapter les formations, sensibiliser sur ces destins qui vont devenir de plus en plus incertains, pour que les transitions, on va je pense de plus en plus devoir passer de coq à l'âne. Pas nécessairement voulu, mais suivi, et quitte à
créer que cette condition-là des transitions se fasse une bonne condition, au moins qu'elle ne soit pas perçue comme un échec. Et j'espère que mon témoignage sera utile à d'autres personnes qui pourront un petit peu douter. Des moments de doute, on les a tous, mais après, les moments de joie, ils peuvent être là. Il faut laisser la place au partage et à la rencontre. Waouh, super cette conclusion. Merci Giovanni. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast. Si vous souhaitez vous aussi y participer ou si vous connaissez une personne de votre entourage qui souhaiterait y participer, sentez-vous libre de me contacter. À très bientôt.